Jungle. Les émissions de sensibilisation contre la Covid-19 se poursuivent sur Radio Sport FM. Nouveau numéro, nous accueillons Madame Katanga Mazalo. Elle est directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Anas PM est à la mise en onde de cette émission. Latif Yorouma est devant le micro et l'homme devant à la vidéo. Bienvenue. Nous voilà confortablement assis dans le studio Mensan Niamey avec notre invitée, Madame Katanga Mazalo, DG ANADEB. Madame, bonjour. Bonjour, mon frère. D'accord. Merci d'être dans le studio Mensan Niamey, justement pour cette émission sensibilisation Covid-19. On va d'abord, encore une fois, bien sûr, parler de ANADEB. ANADEB, c'est quoi, madame? Merci. Merci aux auditeurs et aux auditrices de Radio Sport FM. Je travaille pour l'Agence nationale d'appui au développement à la base, qui est une structure du ministère en charge du développement à la base. Et l'ANADEB a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement à la base. On peut se demander, mais pourquoi cette agence elle a été créée en 2011, en janvier, bien sûr. Et suite au constat selon lequel, après la création du ministère en charge du développement à la base, il fallait une structure ou des agents qui soient quotidiennement proches des populations, des quartiers dans les villes et des villages en milieu rural, pour amener ces populations à se prendre en charge, à prendre en charge la gestion de leur développement. Nous savons que les années avant, les années 90 jusqu'aux années 2005-2010, notre pays a traversé une des vilaines crises de son histoire. Et ceci a considérablement impacté de façon négative le développement de nos communautés. Et donc, il fallait répondre très rapidement aux sollicitations des populations en mettant en place une structure qu'est la nôtre. Et donc, nous sommes là avec une direction générale à Lomé ici. Et puis, dans chacune des régions de notre pays, nous avons une antenne régionale qui met en œuvre toutes les initiatives de l'agence. Nous avons au total 2 grands programmes que nous mettons en œuvre et puis 4 projets. Comme programme, nous citons le programme de soutien aux micro-projets communautaires. C'est à travers ce projet-là que vous nous voyez réaliser des bâtiments scolaires en faveur de communautés, des points d'eau, des centres de santé, des ouvrages marchands, pour ne citer que cela. Et nous travaillons également à amener les populations, les leaders des villages et des quartiers, à prendre en charge leur développement à travers des séances de renforcement de capacité et l'élaboration des plans villageois de développement ou des plans de développement des quartiers quand nous sommes en milieu urbain. En plus de ce programme plutôt, nous avons le programme de développement communautaire en zone urbaine, communément appelé PDCZU, et souvent c'est par ce programme, que vous nous voyez à Lomé aux côtés des leaders des quartiers en train d'entretenir leur milieu. Les CDQ. Les CVD, les CDQ du Grand Lomé. Oui. Et oui, vous nous avez vus autour avec l'initiative de restaurants communautaires, l'initiative de salubrité. Donc c'est ça nous appelons Samedi Lomé propre. C'est beaucoup plus en ça que les gens nous ont connus, beaucoup plus à Lomé. Et nous avons aussi travaillé pour l'insertion des jeunes en milieu urbain en complicité avec l'ANVT, l'Agence nationale de volontariat du Togo, autour des volontaires d'engagement citoyen, les VEC, où l'ANVT enrôle les jeunes pour des missions de volontariat et nous, l'ANADEB, assure l'équipement de ces jeunes.
surtout les jeunes qui ont appris des métiers et qui ont eu des diplômes et qui n'ont pas, compte tenu des situations difficiles de leurs parents, n'ont pas pu se mettre à leur propre compte, faute d'outils de travail. Comme projet, nous avons le projet de soutien aux activités économiques des groupements, le PSAEG. Je dirais que c'est la fille née du ministère du Développement à la base. Et c'est à travers ce projet que nous accompagnons les groupements, les coopératives dans la mise en œuvre, en tout cas dans la réalisation des objectifs pour lesquels ils se sont constitués, que ce soit en termes de renforcement de capacité ou de facilitation à l'accès aux ressources financières pour réaliser leur activité. Nous avons le projet de cantonnage que nous exécutons avec la direction générale des travaux publics, avec l'appui financier de la SAFER. Et ce projet consiste à organiser les communautés autour de l'entretien des pistes ou des routes qui traversent leur milieu. Nous avons les deux derniers projets qui sont financés par la Banque mondiale. Je vais parler du projet de filets sociaux et services de base, communément appelé le projet FSB, pour lequel nous accompagnons des communautés pour des filets sociaux. La mise en œuvre des filets sociaux, nous travaillons pour la mise en œuvre des filets sociaux, excusez-moi. Les filets sociaux, nous avons les cantines scolaires qui se déroulent aujourd'hui dans plus de 320 écoles primaires publiques de notre pays. Nous avons les transferts monétaires que nous sommes en train d'exécuter en faveur de 61 000 ménages au Togo répartis dans 685 villages de notre pays. Ces ménages vulnérables perçoivent des allocations de 15 000 francs tous les trimestres. Donc cela a été fait pendant 2 ans. Et donc maintenant, c'est bien avant la Covid. Oui, c'est bien avant la Covid, on a continué. Avec la COVID. On a continué. Et maintenant, nous sommes en train d'accompagner les ménages qui ont bénéficié de ces allocations à travers des séances de sensibilisation et de formation pour leur permettre de mieux valoriser toutes ces ressources qu'ils ont reçues pour entreprendre des petites activités génératrices de revenus, pour améliorer leur production agricole, pour entreprendre l'élevage. Ceci pour leur permettre d'améliorer leurs revenus, pour participer tant soit peu à la construction de notre pays. Donc voilà les deux composants des filets sociaux que nous exécutons. Donc, pour le compte du projet FSB, nous avons accompagné 200 communautés de notre pays à disposer d'infrastructures, soit des bâtiments scolaires, des unités de santé, des points d'eau et même d'aménagement de pistes ou d'ouvrages de franchissement. En plus de ce projet, nous avons le projet d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables, le projet EJV, qui sont également exécutés dans 200 villages de notre pays, où nous avons enrôlé 14 000 jeunes autour des activités, autour des projets ou des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ça veut dire, c'est juste pour dire que chacun de ces 200 villages a eu à identifier une activité ou un travail communautaire qu'il a confié à ces jeunes. Donc, nous avons enrôlé 70 jeunes par village, au moins la moitié est constituée de femmes. Et donc, après, au cours de leur mission de volontariat communautaire, ils reçoivent des formations avec l'approche de formation en développement d'affaires, FODA, que nous avons bénéficié avec le Profopej de la GIZ. Et donc, ces jeunes, au vu de leur performance, de leur régularité aux travaux communautaires et à la participation aux formations de FODA, nous sommes arrivés à accompagner plus de 10 000, je crois, nous devons être à 10 128 jeunes qui sont insérés professionnellement. Donc,
ces jeunes ont élaboré leur plan d'affaires et que le projet a accompagné à la mise en œuvre. Donc, certains ont opté pour le petit commerce, d'autres pour l'élevage, d'autres pour l'agriculture. Ceci pour permettre à ces jeunes-là vraiment de se prendre en charge, de se réaliser en tant que citoyen ou citoyenne du Togo et donc participer, en tout cas développer des activités qui leur permettent de vivre et de permettre à d'autres aussi de vivre. Prendre en charge également. Donc voilà un peu ce que l'ANADEB est. Et puis bon, on pourra dire, sur le plan organisationnel, nous avons un conseil de surveillance composé de 4 ministères à qui l'agence rend compte annuellement. Et nous avons un conseil d'administration qui est composé de 9 personnes, dont 5 provenant ou 6 provenant de... Oui, 6 provenant des ministères sectoriels et puis 2 membres des comités de développement à la base et puis un représentant de la société civile. Voilà un peu ce que je peux dire très rapidement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Vous êtes sur Radio Sport FM, nous sommes avec la directrice générale de l'ANADEB. Et vous nous avez parlé des 2 programmes et de 4 projets. Oui. Alors, depuis justement... est-ce qu'il faut dire l'avènement, depuis justement la crise sanitaire au Togo, vous avez été renforcé ou ralenti dans vos activités sur le terrain, madame? Merci. La crise sanitaire, je dirais, a été une menace et en même temps une opportunité pour l'agence dans la conduite des activités. Une menace parce que nos activités ont connu un ralentissement. Il y a pour certaines activités où nous avons été obligés de suspendre pour un moment parce qu'avec la crise sanitaire, nous n'avions plus les approches indiquées pour intervenir. C'est-à-dire, on a conçu nos approches en temps normal. On n'a jamais expérimenté cette situation. Donc, ceci a impacté un peu négativement le déroulement de nos activités. Et je dirais également, nous avons trouvé des solutions pour contourner la Covid, mais je me dis que ces nouvelles propositions sont encore à améliorer. Il y a des sensibilisations que nous avons optées, surtout en faveur des ménages vulnérables qui sont accompagnés dans le cadre des transferts monétaires. Nous avons opté pour des animations d'émissions par radio. C'est vrai qu'ailleurs, des gens suivent. Mais nous constatons malheureusement que c'est beaucoup plus les hommes qui suivent les émissions. Les femmes, c'est une très faible proportion qui suit les émissions. Quand bien même vous prenez les dispositions pour informer, pour dire à telle heure, tel jour, on parlera, il y a tel thème qu'on va développer sur telle radio. Vous constatez... Et ça dit que c'est les femmes, que c'est les hommes plutôt qui suivent ça. Donc voilà un peu là où je parle de menaces. D'opportunités, je dirais oui, nous apprenons aujourd'hui à travailler, à continuer par dérouler tous nos projets, programmes normalement. Maintenant, en revoyant le nombre de participants et également en sélectionnant des mesures barrières. Donc on fait, je dirais, des formations, des séances de travail en cascade. On rencontre peut-être des leaders qui sont chargés d'aller restituer. C'est vrai que nous ne les laissons pas seuls aller restituer. Nous sommes là pour veiller au grain. Et aujourd'hui, nous avons, je dirais, une séance 1 dans toutes nos interventions. C'est de parler de la Covid, de la maladie avant toute chose. C'est pour ça que je dis séance 1. Ça passe, cette séance, elle est transversale. On parle de la maladie, on parle des mesures pour ne pas attraper le virus. Et aujourd'hui, nous parlons de la vaccination. Donc voilà. Et l'autre chose, dans la mise en œuvre des transferts monétaires, avant, nous procédions par un paiement, comment dirais-je? Gré. Oui, c'est-à-dire il faut qu'il y a toujours un représentant de
Flouze, parce que c'est Flouze, c'est Move Togo qui est notre partenaire de paiement. Donc, il y a toujours un représentant de Move Togo dans le village. Maintenant, c'est devenu Move Africa, c'est ça, excusez-moi. Oui, Move Africa. Oui. Donc, il y a toujours un de leurs représentants qui allait dans les villages, de village en village, pour payer. Donc, quand il arrive, tous les bénéficiaires se rassemblent dans la maison du chef, en tout cas, dans un lieu public pour le paiement. Mais avec la COVID, aujourd'hui, nous sommes au paiement électronique. Il faut éviter les attroupements. Pour éviter les attroupements et puis pour éviter les contacts, que quelqu'un quitte la ville, vienne au village, qui peut transporter le virus de la ville, l'amener au village, ou bien qui peut venir capter le virus du village pour amener en ville. Donc, voilà. On se dit aujourd'hui, comme tous les domaines de la vie, la COVID nous a montré qu'on peut travailler aussi efficacement sans se voir. On peut, c'est-à-dire, payer les bénéficiaires des transferts monétaires sans se déplacer. Ceci nous permet d'éviter des risques d'insécurité parce que celui qui doit se déplacer d'un village à un autre peut être attaqué. Dès qu'on le détecte et qu'on sait qu'à telle périodicité, il y a tel monsieur qui passe pour payer, ça peut créer des problèmes. Mais maintenant, c'est chacun avec son portable et qui gère avec son portable. C'est vrai qu'il y a d'autres défis que nous devons relever parce que il faut procéder à l'éducation, à la digitalisation de nos frères et sœurs qui sont dans les villages. Les femmes qui sont les personnes choisies, désignées par les familles pour prendre les transferts monétaires, souvent n'ont pas de portable. Donc, bien qu'on ait mis à leur disposition des puces, il fallait trouver peut-être le portable de son fils, le portable de son mari, pour placer la puce. Et quelquefois, l'information vient sans qu'on ne sache que l'argent est arrivé. Donc, on est là, on dit, on ne nous a pas encore payé, alors que l'argent est sur le compte. Ou bien, quelquefois, c'est l'homme, comme c'est lui qui a le portable et la puce, il peut recevoir le message et puis faire autre chose avec les ressources. Voilà un peu. Mais je dis, c'est des défis. Oui. C'est des défis. On est passé à une autre étape. On ne peut plus faire marche arrière, mais nous devons chercher des solutions à ces nouveaux problèmes. Améliorer justement la nouvelle stratégie pour contourner la COVID-19. Et puisque vous travaillez justement avec les communautés, vous êtes dans le développement à la base, si aujourd'hui justement on veut parler un peu de l'état des lieux, on sait que voilà, il y a beaucoup plus les services indiqués, les services sanitaires pour pouvoir faire l'état des lieux par rapport au COVID-19. Est-ce qu'il y a comment on dit, stagnation, si le mot existe? Est-ce qu'il y a avancé? Est-ce qu'il y a recul au niveau des communautés par rapport justement d'abord à l'aspect psychologique? Est-ce que les communautés ont toujours peur? Est-ce qu'aujourd'hui avec la vaccination, les gens n'ont plus peur? Est-ce que le virus a reculé dans les communautés? Est-ce que ça avance, madame? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Merci beaucoup. Tous les cas qu'on a, tous les cas de personnes vivant avec le virus, le coronavirus, sont des personnes qui vivent dans les quartiers ou dans les villages. Alors là, c'est notre cible d'une manière ou d'une autre qui est atteinte. Nous dirons aujourd'hui, quand nous regardons les chiffres au plan national, nous dirons que la courbe commence par baisser. Elle prend une allure descendante. Avant, elle était ascendante. On est allé jusqu'à plus de 3000 personnes. On a floré le pic. Non, pour notre pays, je dirais même qu'on était au pic. Voilà. On était au sommet de la chose. C'était effrayant à l'époque. Mais je crois que les efforts des uns et des autres ont permis aujourd'hui que nous ayons des chiffres qui baissent tous les jours. Les efforts des dirigeants, les efforts de la population, parce qu'il fallait que nous aussi nous disions oui, nous adhérons aux dispositions, aux nouvelles dispositions prises par nos dirigeants. Et donc, c'est pour ça que je parle de combinaison des efforts des uns et des autres qui a permis aujourd'hui, en tout cas, cette amélioration progressive de la situation de la pandémie dans notre pays. Les gens ont peur. Je dirais aujourd'hui que au moins 80-90% de la population togolaise connaît
90% connaissent la maladie, savent comment elle se passe, comment elle se transmet et connaissent les mesures barrières. On essaye de respecter tant bien que mal. Mais ce que nous constatons, c'est que de temps en temps, il y a une fatigue parce que les mesures barrières ne font pas partie de nos habitudes culturelles. Se masquer le visage comme vous et moi, nous le sommes ici, ce n'est pas togolais. On ne fait plus d'accolades. On ne se salue même plus en se tenant la main, alors que nous, quand nous voyons notre frère, le premier geste, je te prends. C'est quand je te prends que je sais que je t'ai salué. Sinon, ça n'existe plus chez nous, qu'on salue comme ça, non. Même les petits-enfants, quand ils vous saluent, vous tendent la main. Ben voilà. Mais malheureusement, nous ne pouvons plus le faire. Et les fêtes, vous avez vu comment ça se passe maintenant. Le drame, vous voyez comment les enterrements se font. Togolais économisent pour enterrement. Oui, nous ne sommes pas capables de soigner nos parents, mais nous sommes capables de les enterrer dignement. Je me demande si c'est encore dignement. Oui, on aime bien se marier, inviter plein de monde, mais maintenant, on ne peut même plus le faire. Et les enterrements des personnes covidées, des personnes décédées de Covid, l'enterrement, ces enterrements ne sont pas togolais. Parce que, bien que nous ne nous occupons pas, nous nous occupons très peu de nos parents, mais quand ils meurent, nous leur accordons des soins, la chaleur, alors qu'ils ne la sentent plus. C'est quand ils sont vivants qu'ils ont besoin de cette chaleur-là. Mais vous voyez, on les enterre en l'absence de la famille. C'est d'autres personnes qui enterrent comme si ce n'était pas un être humain. Ça, c'est vraiment choquant. Donc, il y a tout ceci qui perturbe vraiment la conscience togolaise. Le Togolais, quand il voit ça, c'est plus que le poignarder. Donc, on reçoit cette pandémie comme un grand poignard dans notre dos. Et c'est là où nous devons tous ensemble nous mobiliser davantage pour que un beau matin, qu'on nous dise il n'y a plus de contamination. On a testé 1000 personnes, on a testé 2000 personnes, zéro positif. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la vaccination. C'est l'étape qui effraie encore. Sinon, l'étape de la maladie et autres, je crois, les Togolais, les Togolaises se sont fait une bonne idée de ça et ont intégré ça à leur conscience. Mais maintenant, c'est la vaccination qui devient un nouveau challenge où tout le monde raconte tout ce qu'il veut et donc ça crée toute une peur autour de la chose. Elle est au centre de vos préoccupations, la vaccination. Amener vos partenaires communautaires, si on peut le dire ici, exactement, à se vacciner. À se faire vacciner pour ne pas... À partir du moment où les scientifiques vous disent oui, si vous faites les 2 doses, vous avez plus de chances de ne plus développer la maladie. Mais qu'est-ce qu'on perd? Il y en a qui n'ont toujours pas fait la première dose. Qui ne veulent même pas entendre parler, non? Oui, ça on en a. On a ces extrémistes que nous avons qui ne veulent même pas, et donc qui vont même jusqu'à vous dire non, votre histoire là même laissez ça. Dans notre village, par exemple, nous on n'a eu personne. Personne n'est jamais tombé malade pour ça. Et vous nous demandez d'aller nous vacciner. Quand vous allez vacciner les enfants contre la rougeole, il y a eu rougeole ici. Est-ce qu'il y a eu rougeole dans votre village avant que vous n'amenez? Pourquoi vous amenez les enfants pour se faire vacciner? Pour la vaccination. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'ANADEB conditionne peut-être certaines de ses activités ou bien certains bénéficiaires de ces activités à la vaccination, comme cela se fait? Pourquoi? Pourquoi ça vient d'où? C'est une question, madame. Non. Ça ne fait pas partie. La vaccination, la non-vaccination ne constitue pas les critères, ne constitue pas, ou bien ne fait pas partie intégrante des critères de sélection, d'éligibilité ou non des bénéficiaires à nos interventions. Non. Nous encourageons nos frères et sœurs à aller se faire vacciner. Mais ce n'est pas une condition. Pour bénéficier de telle ou de telle intervention de l'ANADEB. Non. Nous n'avons pas reçu des instructions dans ce sens et donc nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes une institution de l'État, nous recevons les instructions de l'État et donc
Nulle part, il ne nous a été dit, ni verbalement, ni par écrit, pour dire à partir de maintenant, vous devez inclure comme condition pour bénéficier de vos interventions la vaccination. Non, 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 non. D'accord. L'ANADEB est sur le terrain depuis combien de temps, madame? 10 ans. 10 ans. Oui. Et aujourd'hui, on sait que vous avez quand même fait des preuves sur le terrain. Et quels sont justement... Nous essayons. Vous essayez, d'accord. Ouais. Et justement, ma question va à chose. Quels sont justement les défis qui attendent encore l'ANADEB dans un futur proche? Merci beaucoup. Les défis, c'est d'abord tous les acquis que nous avons eus en 10 ans qui ont besoin d'être consolidés. D'abord en termes d'approche. Je parlais tout de suite de nos approches qui avaient été élaborées dans un climat serein, dans un contexte normal. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une pandémie et qui n'a pas l'air de plier ses bagages de sitôt. Et donc, ça veut dire que nous devons profondément revisiter notre approche d'intervention pour que vraiment nous puissions tenir et réaliser nos activités comme cela se doit dans le temps. Nous avons tout le travail qui a été fait dans les villages ou dans les quartiers pour amener les populations à s'approprier leur développement. Il faut continuer pour que cela puisse vraiment être une réalité, surtout aujourd'hui avec les communes qui sont là. Comment travailler avec les communes pour vraiment réussir le développement à la base. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous lever et aller travailler avec les CDQ. Non, ce n'est plus possible. Là, c'est avec les communes. Nous sommes obligés de passer par les mairies parce qu'elles sont là. Et la loi dit c'est leur job. C'est comment faire ce travail. La collaboration. Comment tisser ces relations, cette synergie intelligente pour vraiment réussir le pari de pousser très loin les frontières de la pauvreté dans nos communautés à la base. C'est vraiment le grand défi pour nous aujourd'hui. L'autre défi, c'est les ressources. Ça, on dirait que ce défi-là, il est là tout le temps, dans toute structure. Je n'ai pas encore vu une structure qui dispose des ressources, de la totalité des ressources, pour faire ces actions. Donc, voilà un peu les défis, les ressources, avoir suffisamment de ressources, parce que nous intervenons dans des domaines qui ne produisent pas immédiatement. C'est ça aussi. Les gens pensent que oui, le développement à la base, ça ne produit pas. C'est faux, ça produit, mais dans le temps. Mais pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Mais ce que ça produit, ce n'est pas monnayable. Quand vous arrivez à consolider le tissu social, la cohésion, vous arrivez à créer une cohésion dans une communauté, ça fait réussir beaucoup de choses. Mais comme votre cohésion, on ne peut pas monnaie, on ne peut pas dire ça au coup de temps, on a tendance à dire c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas... On a vu dans des quartiers où des gens ne se saluaient pas. Mais aujourd'hui, sont devenus vraiment de grands complices autour des questions du développement de leur quartier. Quand il pleut et que l'eau stagne dans leur quartier, vous voyez des gens sortir sans demander vous ensemble êtes d'où? Oui, vous êtes d'où? Vous êtes de quel parti? Ça n'existe pas. Vous êtes de quelle religion? Ça n'existe pas. C'est comment faire dégager l'eau dans le quartier pour que chacun soit à l'aise. Voilà ce que nous recherchons. Voilà ce que nous sommes arrivés à créer, en tout cas dans le Grand Lomé, parce que avec le PDC ZU, j'ai eu la chance, en ce moment j'étais directrice des opérations, de travailler dans plusieurs quartiers de Lomé où avant, les gens se méfiaient les uns des autres. Mais moi, je rentre partout, je suis accueilli partout, sans que des gens ne demandent, mais tu es d'où? Moi, je n'ai jamais été interrogé comme ça. Personne ne m'a jamais demandé, madame, tu es d'où? Non. On est là pour la cause commune. La cause commune. Vous avez parlé entre-temps de transfert monétaire. Oui. Ce transfert monétaire, c'est pour juste aider les ménages ou bien c'est pour permettre
aux bénéficiaires d'entreprendre? C'est d'abord aider les ménages vulnérables, les ménages pauvres de nos villages, parce que c'est beaucoup plus dans les villages, à d'abord faire face à leurs besoins élémentaires de base, à se nourrir, à se soigner, à éduquer les enfants et également à aider les enfants à avoir, quand on parle d'éducation, on parle aussi d'un des droits des enfants à disposer d'une pièce d'identité. Et également, comme on ne peut pas, les ressources de l'État ne permettent pas, et même des partenaires ne permettent pas de soutenir des ménages sur de longues périodes, on a senti la nécessité d'amener en même temps ces ménages à apprendre à entreprendre. Voilà. C'est-à-dire, même si vous avez 5 000, c'est pour ça que nous avons réfléchi de telle sorte qu'on ne donne pas 5 000 tous les mois, mais qu'on donne 15 000 tous les trimestres. Ce n'était pas gratuit. C'était pour que quand la personne prend 15 000 francs, qu'elle puisse faire quelque chose avec. Qu'elle puisse peut-être acheter le maïs ou les céréales, une bonne quantité pour la famille, et même acheter deux poules, un coq, acheter une chèvre, acheter un porc, un porcin. Pour l'élevage. Pour l'élevage. Ou même commencer par préparer le fromage à base de soja qui le rapporte, ou bien préparer la boisson locale. Commencer par faire ça. Et mine de rien, vous voyez cette femme qui commence peut-être avec la boisson locale avec 5 bols, qui passe à 10 bols, qui passe à 15 bols, peut-être qui faisait seulement qu'une seule fois dans la semaine, mais qui passe à 2 fois ou à 3 fois. Voilà comment les petites gens arrivent à se relever avec cet appui de l'État. À la base, vous construisez également des établissements. Oui, des bâtiments scolaires. C'est sur demande des communautés ou c'est sur diagnostic, en tout cas de l'ANADEB lui-même? Nous avions les deux approches. Parce que quand nous aidons les communautés à élaborer leur plan de développement, il y a ces priorités-là qui apparaissent. Mais nous faisons très peu, nous utilisons très peu ces priorités que les demandes. Parce que vous pouvez aider des gens à élaborer leur plan d'action et qui disent non, notre priorité, ce n'est pas le bâtiment scolaire, ce n'est pas ce qu'ANADEB fait, mais c'est peut-être ce qu'un autre ministère fait. Et donc, on est obligé de le mettre en contact avec ce ministère. Mais nous avons des demandes des communautés sur la base desquelles nous retournons encore dans le village, dans les villages dès que les ressources le permettent pour analyser vraiment la pertinence de la demande et ensuite on voit comment on procède pour la réalisation du projet. Donc c'est les communautés qui nous adressent des demandes et sur cette base, en fonction des ressources que l'État nous affecte, nous allons rechercher ensemble avec la communauté la solution la plus indiquée pour donner suite à leurs demandes. Toujours à l'écoute de Radio Sport FM avec Madame Katanga Mazalo, directrice générale de l'ANADEB, entendez, Agence nationale d'appui au développement à la base. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Madame, est-ce que vous suivez, le suivi est fait par rapport à toutes vos actions sur le terrain? Juste un exemple, une dame que vous aidez à entreprendre, par exemple, en faisant la boisson Tchoukoudou dans son village. Est-ce qu'en cette période de Covid, le suivi est fait? Est-ce que la dame-là respecte véritablement les mesures barrières par rapport à tous ceux qui viennent? Parce que c'est l'ANADEB qui soulève ou bien qui est en train peut-être d'aider cette femme à entreprendre, mais l'ANADEB ne devrait pas aussi être source de propagation de Covid-19. Le suivi est-il fait par rapport à vos actions sur le terrain? Merci. Je disais tantôt que l'ANADEB est représentée au niveau national par la direction générale et puis les antennes régionales. En plus, au niveau de chaque antenne, nous avons des représentants au niveau de chacune des préfectures de notre pays.
Donc l'ANADEB est présente dans toutes les préfectures de notre pays et le nombre d'agents de l'ANADEB dans une préfecture est fonction des initiatives qui sont mises en œuvre dans la préfecture. Et donc, le suivi, il est quotidien. C'est pour ça que nous sommes créés. Nous ne sommes pas des agents de bureau. L'ANADEB n'a pas des agents de bureau, mais nous sommes beaucoup plus de terrain, où nous sommes avec les bénéficiaires de nos interventions. Nous interpellons, nous sensibilisons les bénéficiaires de nos interventions sur la pandémie, les mesures barrières. Mais nous ne pouvons pas dire avec certitude, quand je prends l'exemple que vous avez utilisé tout de suite, pour préparer le tchoukoutou, c'est pas possible. C'est pas possible d'être là de bout en bout pour suivre. Non, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'avec la pandémie, ce n'est pas une action, c'est pas l'action d'un seul ministère. C'est tout le monde. Donc nous apportons l'information. Nous savons que sur le terrain, au niveau des villages, il y a des comités locaux, des comités villageois de lutte contre la pandémie qui sont là et qui veillent à tous ces aspects. Donc nous faisons relayer par ces comités, ces organisations locales qui sont là et qui font le travail. Voilà. Mais nous ne cessons jamais de parler. Pour d'autres choses, oui, nous allons, pour ceux qui font l'élevage, nous allons regarder avec... il y a différents niveaux de suivi qui se fait. Il y a le suivi quotidien de l'agent qui est là, et puis il y a l'antenne régionale qui fait son suivi. Il y a la direction régionale, la direction nationale aussi qui fait sa supervision. Et chacun... Tout ceci pour que les choses se passent dans les règles de l'art. D'accord. Et puisque nous sommes en sensibilisation Covid-19, si la directrice générale voudrait encore sensibiliser ses partenaires communautaires, qu'est-ce que justement Mme Katanga Mazalo voudrait dire par rapport justement à la vaccination, par rapport aux gestes barrières, par rapport Merci. D'abord, je ne cesserai de le dire que le coronavirus, la pandémie liée au coronavirus est une réalité que nous cessons de philosopher. Je suis sûr que même les philosophes ont compris que cette maladie, ce virus est là et il fait mal à l'homme. Et donc, pour éviter qu'il nous embête, nous sommes obligés de porter toujours nos bavettes, c'est-à-dire nos cache-nez tout le temps, quand vous sortez de chez vous. C'est quand vous êtes dans votre maison que vous pouvez respirer, mais dès que vous sortez de votre maison, vous êtes obligé de porter votre cache-nez et bien le porter parce que quand vous regardez certains avec leur cache-nez, vous avez envie de rire. Donc c'est vraiment bien le porter, qu'il protège votre nez jusqu'à votre menton pour être sûr que vous êtes à l'abri. Vous lavez les mains, que nous puissions continuer par nous laver les mains régulièrement ou d'utiliser le gel hydroalcoolique quand on n'a pas l'eau. Mais dès qu'on trouve l'eau, il vaut mieux se laver proprement les mains avec le savon et puis ou la cendre si on n'a pas le savon. Nous devons vraiment continuer par faire l'effort d'éviter les regroupements inutiles. Les regroupements inutiles, les mariages, les funérailles, c'est vraiment pas la peine. Si vous n'êtes pas le premier concerné, je crois que votre absence ne compromettra pas la bonne tenue de cette cérémonie. Et respectons tout ce que le gouvernement nous dit, évitons les sorties qui ne valent pas la peine et évitons de nous serrer les mains, continuons par supporter cette croix, de nous voir jusqu'au moment où on nous dira pendant une semaine qu'il n'y a plus de transmission. Donc, continuons par supporter avec beaucoup de joie, de ne pas nous serrer les mains, de ne pas nous embrasser, parce que quand on voit, vous voyez les enfants, quand la maman revient du marché, il court et il va dire à tout. Nous ne pouvons plus le faire à nos amis, à nos proches. Oui.
Donc voilà, quand on est malade, cherchez à mieux comprendre l'origine de votre maladie en vous soumettant à tous les diagnostics pour vous mettre à l'abri de tout. Parce que plus on vous détecte, plus tôt vous êtes détecté positif, et plus vite vous sortirez de votre situation. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la vaccination. S'il vous plaît, allons-y nous faire vacciner. Allons-y nous faire vacciner. C'est tout. Si on veut comprendre, on n'a pas besoin qu'on nous répète ça plusieurs fois. Si on veut se faire vacciner, on n'a pas besoin de dire « Ah, le lieu de vaccination là, est trop loin. » Oui, il est loin, mais quand vous êtes malade, vous allez dépenser plus que ça. Les frais de déplacement pour aller vous faire vacciner sont nettement inférieurs à ce que vous dépenserez si par malheur vous attrapez cette sale bête. Donc, allons-y nous faire vacciner. C'est gratuit. Allons-y et soyons-en sûrs que l'autorité ne peut pas. Un père de famille ne peut pas aller acheter la mort pour venir distribuer à ses enfants. Moi, c'est la caricature que je fais. Le chef de l'État, son gouvernement ne peuvent pas aller acheter la mort pour venir distribuer aux Togolais et aux Togolaises. Et ceux qui continuent par dire « Ah, si on a créé ce vaccin-là pour ci, pour ça », je dirais non, soyons tranquilles parce que si les Blancs nous veulent du mal, c'est eux qui gèrent notre santé. Parce que quand nous sommes malades, aujourd'hui, nous n'avons pas trop confiance à nos produits locaux. Nous allons à la pharmacie et tout ce qui est à la pharmacie est fabriqué par le Blanc. Et je disais quelque part tout dernièrement, j'ai dit, mais là où les Blancs peuvent nous tuer, c'est dans les médicaments, les antipaludéens. Parce qu'eux, ils ne souffrent pas du palu. C'est nous qui souffrons du palu. Et donc, s'ils veulent nous faire du mal, je crois que ce sont ces médicaments-là qui vont suffisamment intoxiquer et puis c'est fini pour l'Afrique. Mais s'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, soyons confiants pour aller nous faire vacciner parce que ce vaccin nous rend beaucoup de services. Si aujourd'hui, les gens, nous regardons même du côté de l'Europe, nous voyons que la vie a repris dans ces pays, c'est grâce au vaccin. Alors là, essayons. Merci. Voilà, on aurait tout dit pour aujourd'hui. Merci à Madame Katanga Mazalo, directrice générale de l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Merci également à vous qui nous avez écoutés. Merci à Anas qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci à Eloma Devon pour la vidéo. Je suis Latifi Rouma. Restez toujours des nôtres, restez pour la suite des programmes de Radio Sport FM.